Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, vous êtes sur la chaîne d'un ex-astrologue devenu sceptique en essayant de prouver sa croyance et en passant du côté sceptique qui a apporté ses compétences du côté de la critique. Ça fait des années que je mets de côté des tas de petites vidéos qui sont produites par des médias, par des youtubeurs, éventuellement par des astrologues, sur l'astrologie et qui présentent un angle critique. Et le problème, c'est que ces vidéos sont très courtes et donc elles sont un petit peu obligées de rester en surface. Donc c'est intéressant pour moi l'idée de les débunker, mais ça va être un peu facile en fait. Et là, il s'est passé un truc cette semaine, c'est qu'on a une vidéo critique sur l'astrologie qui est sortie sur la chaîne de Dirty Biology. Donc je ne sais pas si vous connaissez Léo Grasset, il produit un travail de qualité qui est toujours sourcé, et donc il a produit une vidéo de 35 minutes. Lui-même, vous allez voir, puisqu'on va faire ça un petit peu en direct, lui-même annonce qu'ils ont travaillé des mois sur cette vidéo. Et quand je dis il semble qu'ils ont été 3 au moins à travailler là-dessus, avec 2 personnes en amont qui ont aidé pour les recherches, pour le script. Donc on va le dire tout de suite, j'ai l'impression que ce sont tous des biologistes, et quand on commence à s'attaquer à l'astrologie, c'est bien quand même d'avoir quelques bases en astronomie. Ils en ont peut-être, mais vous allez voir que c'est pas si simple. Alors qu'est-ce qui m'intéresse moi dans cette vidéo ? C'est qu'elle est sourcée, c'est qu'elle est rigoureuse, et pourtant vous allez voir qu'il y a plein de contre-vérités dedans. Et quand je dis contre-vérité, qu'on soit bien d'accord, j'adhère à peu près à toutes les conclusions de cette vidéo, c'est pas le problème. Le problème, c'est la qualité de la critique. Et l'astrologie est souvent méprisée par tous ceux qui n'y croient pas, et je le comprends tout à fait. Le problème, c'est que je pense que, je vais le dire comme ça, les astrologues ont dit tellement de bêtises au nom de l'astrologie et sur l'astrologie que vraiment, c'est une discipline qui ne présente plus d'intérêt à être étudiée par les universitaires. Et quand je dis étudier, c'est pas l'astrologie, l'influence astrale ou je ne sais pas quoi, ça c'est réglé, on sait qu'il n'y en a pas, on sait que ça marche pas, on sait que c'est faux, au cas où il y a des doutes. Par contre, la croyance astrologique en elle-même, qui a traversé le temps, c'est quelque chose qui est super intéressant à examiner, à analyser, et surtout d'un point de vue transdisciplinaire, c'est-à-dire vraiment on peut faire ça dans quasiment toutes les disciplines, du point de vue de l'histoire de l'astronomie, puisque c'est intimement lié, depuis donc très très longtemps, du point de vue éventuellement purement métaphysique, il y a des tas de philosophes qui ont produit des écrits, des pensées métaphysiques sur, avec, par l'astrologie, mais la psychologie sociale se régale avec l'astrologie. Le nombre de biais présents dans la pratique astrologique est incroyable, et il y a vraiment moyen d'étudier les choses de façon intéressante. D'un point de vue mathématique, pareil, il n'y a rien à ma connaissance qui a été fait, à part un petit peu ce que je produis moi, mais en termes de probabilité, il y a des choses vraiment super intéressantes. En termes de sociologie aussi, dans l'histoire de l'ésotérisme aussi, l'astrologie a sa place, là par contre il y a des universitaires qui travaillent, mais moi en fait ce qui me gêne c'est que c'est l'astrologie contemporaine qui n'est pas travaillée. C'est vraiment, je pense, ce qu'on va ressentir dans cette vidéo. Donc vous allez voir. Et il y a un aspect aussi qui m'a beaucoup intéressé dans cette vidéo, parce que ça vient avec les mois qui passent. J'ai régulièrement des journalistes qui m'appellent pour qu'on parle d'astrologie, de la croyance, pourquoi les jeunes y croient autant, etc. Ça, on ne va pas trop en parler ici. Mais la question marketing, c'est quelque chose qui, à mon avis, est ou va devenir encore plus fondamental que ça ne l'est en tout cas aujourd'hui. Donc ces 20-30 dernières années, il y a eu plein d'articles expliquant un petit peu le marché économique autour de l'astrologie, mais avec les réseaux sociaux qui permettent de gagner de l'argent, il y a quelque chose qui explose de ce côté-là et qui à mon avis est vraiment alors à la fois intéressant à étudier. Il y a des gens dans les sciences de la communication qui commencent à s'y intéresser, mais pour l'instant moi j'ai eu accès seulement qu'à des mémoires de master. Puis vraiment la croyance astrologique et son impact sur la société, c'est quelque chose qui n'est pas du tout simple à comprendre et à étudier. Donc l'idée n'est pas de pinailler sur chaque point de détail de la vidéo, même si ça va être tentant, je vais essayer de me retenir. L'idée c'est de vraiment montrer à quel point cette critique en fait est classique. Elle est à l'image des critiques qu'on trouve en général. Donc de ce point de vue, quelque part c'est un bon travail. C'est un travail rigoureux, je dis, qui est sourcé, qui est documenté. On voit qu'ils ont vraiment trouvé des sources de personnes sérieuses et d'études sérieuses. Donc mon plaisir aujourd'hui, ça va être d'essayer de, sinon débunker, en tout cas d'analyser de manière critique un contenu long et sérieux. Donc je m'en régale d'avance. Petit teaser sur ce qui arrive. Dans cette étude, qui a été répliquée de très nombreuses fois par la suite, des chercheurs ont fait participer des professionnels de l'astrologie à une expérience. Le test était simple.
il fallait relier des résultats de tests de personnalité à des signes du zodiaque. Alors moi je sursaute quand j'entends ça, parce que dans l'expérience de Carlson, les signes astrologiques, en fait c'est super important comme biais expérimental. Donc on ne va surtout pas demander aux gens de reconnaître leurs signes ou de retrouver leurs signes, parce qu'on va au contraire considérer que le signe astrologique en fait, a une influence sociale sur les gens, et quand ils vont essayer de retrouver leur portrait de naissance, s'il y a leur signe dedans, ça peut faciliter en fait le choix et leur permettre de retrouver plus facilement leur thème de naissance. Donc regardez ce passage de l'article de Carlson. Que dit-il ? Si les signes astrologiques jouaient un rôle important dans la carte de naissance, et si les gens sont en général familiers avec les caractéristiques de leur signe solaire, à cause des horoscopes par exemple, on pourrait attendre d'eux qu'ils sélectionnent correctement une interprétation donc astrologique plus haut que ce que prévoit le hasard, que l'hypothèse astrologique soit juste ou fausse. Pour corriger ce biais, chaque membre du groupe test va être associé à un membre du groupe contrôle, né sous le même signe astrologique. Autrement dit, pour comparer des choix, il faudra que les gens aient le même signe, pour pas que le signe astrologique biaise la chose. Donc la question, c'est pas d'essayer de retrouver le signe astrologique, c'est pas en tout cas ce que dit l'étude. Donc on va commencer à analyser cette vidéo. J'avoue que j'ai été un peu vexé de ne pas être, je dirais simplement contacté, vu la centaine de vidéos et de conférences de moi qui sont sur YouTube. Mais bon, c'est comme ça. Et j'ai contacté Léo qui m'a répondu qu'en fait, comme je pense pas mal d'autres personnes, il travaille surtout en anglais. Donc il va chercher des sources anglophones, qui sont des sources internationales. Et donc, quelque part, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un petit biais ? Puisque s'il y a des choses, en tout cas au moins en français, parce que si c'est en chinois, il ne les trouvera peut-être pas, il passe peut-être à côté de certaines choses. Sans parler du fait que mes vidéos ne sont pas des publications scientifiques. Donc ça pose un autre problème. Par contre, ont-ils consulté des experts de la critique de l'astrologie ? Il ne me semble pas. Allez, c'est parti, cette introduction est vraiment trop longue, donc on rentre dans le vif du sujet. Depuis la crise du Covid, et ces mois très particuliers de l'histoire de l'humanité où tout le monde est resté enfermé chez soi à regarder des tutoriels sur comment se couper les cheveux soi-même ou à expérimenter différentes méthodes de cuisson du pain au levain, certains événements très étranges ont eu lieu. Un bateau a bloqué le canal de Suez pendant des jours après avoir dessiné des pénis dans l'océan. Cette danseuse a fait sa routine pendant qu'un coup d'état avait lieu en Birmanie. Les ovnis ont été reconnus publiquement par le Pentagone comme posant un problème de sécurité nationale. On est clairement rentré dans une autre dimension après le confinement, mais le truc qui m'a le plus frappé n'est même pas dans la liste. Le grand retour de la spiritualité dans ma génération. Et par spiritualité, je veux pas dire je vais aller lire l'alchimiste de Paulo Coelho en regardant l'océan et en me demandant quelle est ma place dans l'univers, mais plutôt sa version très concrète. L'astrologie, le tarot, les applications qui font des thèmes astro, les influenceurs et influenceuses spécialisés sur TikTok, tout ça a explosé depuis quelques années et ça me fascine. Et plus je faisais des recherches, plus je réalisais un truc. L'astrologie a parfois tout à fait raison, mais pour les mauvaises raisons. Et ça, on va en reparler beaucoup pendant la vidéo. Cet épisode a demandé beaucoup de travail, et les recherches et son écriture se sont étalées sur plusieurs mois. Donc, comme à chaque fois, je vous mets les sources en description, mais cette fois-ci, pour que vous puissiez retracer mon raisonnement, chaque étude sera affichée en bas de l'écran, comme ça. En plus, ça donne un petit argument d'autorité à tout ce que je raconte, et vous allez voir, les arguments d'autorité, c'est hyper important pour l'astrologie. Il existe ce qui s'appelle des jumeaux temporels, des personnes qui n'ont aucun lien de parenté, mais qui sont nées à quelques minutes d'intervalle, et qui partagent donc, a priori, le même horoscope. Jumeaux temporels, moi c'est une expression que je ne connais pas en français, c'est plutôt une expression qu'on utilise dans la science-fiction. En français, on dira plutôt jumeaux cosmiques ou jumeaux astral, les jumeaux astro au pluriel. Donc je ne sais pas si c'est une expression anglaise. Vous avez des jumeaux temporels, avec 250 bébés qui naissent à chaque minute. Tout le monde en a, en fait. Ces jumeaux temporels sont particulièrement intéressants pour l'astrologie parce que, comme ils ont le même horoscope, certains aspects de leur vie devraient se ressembler plus que la moyenne. Pour en avoir le cœur net, 2 chercheurs ont suivi 2000 de ces jumeaux temporels tout le long de leur vie et... Ah pareil, je veux pas pinailler, mais en fait Dean et Kelly n'ont pas suivi les personnes, les 2000 personnes notamment qui vont être retenues pour l'étude. En fait, ils ont récupéré des données qui ont été étudiées par d'autres chercheurs, qui ont procédé à des tas de tests, Léo va en parler, et puis eux vont les réutiliser en regardant si, quand on compare les dates de naissance, en fait, on trouve quelque chose.
Et à intervalles réguliers, ils ont noté une centaine de variables comme leur taille, leur poids, leur QI, leur affinité artistique, leur métier, leur anxiété, etc., etc. Bref, toute leur vie en chiffres pendant des dizaines d'années. En 2003, ils publient leur analyse. Résultat, les jumeaux temporels n'ont pas eu une vie particulièrement similaire, pas plus que ce qu'on obtiendrait en piochant 2 personnes au hasard dans la population. En d'autres termes, les horoscopes, s'ils existent, n'ont aucun effet mesurable sur la vie des gens. Alors, je suis obligé de tilter parce que, je suis pas totalement en désaccord avec ce qui vient d'être dit, mais la transition, l'implication est pas bonne en fait. Donc Léo fait le lien directement avec les horoscopes donc, de presse, manifestement, qui sont des prévisions. Ou alors, il faut le préciser, mais quand l'horoscope de naissance prétend décrire la personnalité, on n'est pas vraiment dans la prédiction de « il va se passer telle chose aujourd'hui, notamment, ou demain, ou dans 10 ans ». Même si on pourrait dire « ouais, mais quand même, quand on monte un thème de naissance, notamment d'une personne qui n'est pas dans la pièce, eh ben on va faire des prédictions. C'est testable, c'est réfutable, entre guillemets, ou pas entre guillemets d'ailleurs, et c'est réfuté. » Mais voilà, donc la transition, je trouve, est un peu rapide, mais bon, c'est pas complètement faux. Depuis les années 70, une quantité phénoménale d'études a approché la question de l'astrologie par de très nombreuses façons, certaines très créatives d'ailleurs, et on va y revenir dans quelques minutes, et sans trop vouloir vous spoiler la fin de l'épisode, la conclusion est quand même pas incroyablement favorable à ce qui est nommé soit une pseudo-science, soit un système de croyance, en fonction de l'humeur du moment. Mais dans le même temps, une autre certitude se cristallise tranquillement dans l'esprit des chercheurs, c'est que le moment de l'année auquel on est change énormément de choses à nos vies, que ce soit les aptitudes sportives, la santé, l'éducation, et même les probabilités de mourir. Notre date de naissance influe sur notre destinée, c'est la science qui le dit, et là où c'est paradoxal, c'est que c'est plus ou moins le message des horoscopes, à première vue. Alors, est-ce que les astrologues avaient en fait compris quelque chose depuis le début, ou est-ce que c'est la méthode scientifique qui est prise en défaut, ou est-ce que c'est parce que je suis Balance que je maintiens volontairement le suspense dans cet épisode? Nous sommes en 2008. Je crois que je vais passer sur ce passage qui me paraît pas vraiment intéressant et vraiment lié à l'astrologie même. Ok, comment ça fonctionne en fait, l'astrologie? Selon des astrologues, l'astrologie explore le lien important qu'il y a entre l'humanité et le cosmos au sens large, la relation entre le mouvement des planètes et le monde intérieur de la conscience et de la motivation humaine. Reformulé par des non-astrologues... Donc, vous avez vu cette belle définition de l'astrologie. Alors franchement, je peux pas dire qu'elle est pas bonne, hein, pourquoi pas. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça ne dit rien des astrologues, des croyants à l'astrologie et surtout des pratiques qui sont les leurs? Parce que croire dans un lien entre le ciel et les hommes, ok, d'accord, mais ça ne dit rien en fait sur les formes que prennent les croyances. Donc le fait que ça puisse renseigner sur sa conscience, son intériorité, il y a des tas de techniques différentes chez les astrologues et dans le monde entier. Donc c'est très très vague pour l'instant. En astrologue, l'astrologie, c'est la croyance que d'énormes boules de roche, de liquide, de gaz et de réactions de fusion nucléaire situées à des milliards et des trillions de kilomètres. Non. Alors non. Comment dire pendant tout le XXe siècle, les scientifiques ont examiné l'astrologie, les prétentions de l'astrologie, et notamment les prétentions physiques, et ils ont clairement montré que voilà, la gravitation, le magnétisme, n'importe quoi, toutes les explications physiques possibles et imaginables ne marchent pas avec l'astrologie. On ne peut pas reconstruire le système astrologique et retrouver même les interprétations des astrologues en passant par là. Par contre, les astrologues n'ont jamais dit qu'ils utilisaient les galaxies. Et là, on a une image qui renvoie bien plus loin dans l'univers que ce qu'utilisent les astrologues. Donc l'astrologie des astrologues, c'est une astrologie planétaire. Ils utilisent simplement quelques corps du système solaire. Donc même la question des étoiles, on va en reparler un petit peu plus loin, je veux dire, c'est une critique qui est hors sujet en fait. La très grande majorité des astrologues n'utilisent pas les étoiles. Donc pour eux, le coût des sphères de gaz qui influenceraient à des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres, ça ne les concerne pas en fait. Ils n'en utilisent pas. Pourrait impacter la situation financière, sexuelle, émotionnelle et professionnelle d'une certaine espèce de primate très spécifique sur une certaine planète très spécifique de l'univers. Dit comme ça, c'est vrai que c'est un peu moins concret. Un peu hors sujet en fait.
L'idée générale de l'astrologie consiste à regarder où sont placés certains corps célestes par rapport à d'autres. Par exemple, pour déterminer le signe solaire de quelqu'un, le plus connu, on regarde quelle était la constellation dans laquelle était situé le Soleil quand la personne est née. Du point de vue de la Terre. Voilà. Encore une erreur, parce que justement, les astrologues n'interprètent pas la position du Soleil en constellation au moment de la naissance. Mais c'est vraiment Elisabeth Tessier disait la tarte à la crème contre l'astrologie, mais c'est exactement ça. Donc là, on va voir Léo qui tourne dans une représentation du zodiaque, et en fait, selon où il est, selon où le Soleil paraît être, il paraît être dans telle constellation, donc vous devriez être de ce signe. Mais vous voyez, quand je le dis, on devrait dans ces cas-là dire vous devriez être de cette constellation. Pourquoi est-ce qu'on dit vous êtes de ce signe ? En fait, les signes et les constellations, c'est deux choses qui sont différentes. Alors, j'aimerais vous montrer, à partir de maintenant, une représentation réaliste de ce qu'on va appeler le zodiaque. C'est-à-dire l'ensemble des constellations qui vont être traversées par le Soleil au fil de l'année. En fait, le Soleil va rester sur cette ligne-là, qu'on appelle la ligne écliptique. Et donc, il va traverser le Bélier, le Taureau, le Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Hop, continue ici, Balance, Scorpion, un tout petit peu, vous voyez, c'est un gros problème pour la critique. Ophiuchus, le Serpentaire, le Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Et après, il recommence en Bélier. Donc, il reste toujours sur cette ligne, la ligne écliptique. Concrètement, le Soleil traverse 13 constellations. Et ça, personne n'a jamais dit le contraire, même pas les astrologues. Mais ce que j'aimerais que vous voyiez sur cette image, c'est à quel point vous voyez les constellations qui sont ces polygones rouges, en fait, et puis donc noir à l'intérieur parce que c'est la couleur du ciel. Ces constellations-là, j'aimerais que vous voyiez à quel point elles dépassent en fait de la bande verte qui est autour de la ligne écliptique. Donc la bande verte, c'est officiellement ce qu'on appelle la bande zodiacale. Et c'est ce qu'on voit en fait sur l'image de Léo. On voit autour de lui qu'il y a cette bande dans laquelle sont les constellations, et donc dans laquelle passe le Soleil. Et donc moi j'aimerais vous faire remarquer à quel point la bande dans laquelle se trouve Léo n'existe pas. C'est une représentation qu'on trouve mais de partout, sur Internet, sur les sites des observatoires, dans les encyclopédies, des choses comme ça. Mais si vous regardez bien une représentation réaliste, je ne sais pas, par exemple, en général, voilà, c'est le lion. Le lion, en fait, est connu parce que l'étoile Régulus est à peu près sur la ligne écliptique, et la tête du lion est en dehors du zodiaque. Et puis, la queue du lion aussi. Sur l'image de Léo, vous voyez le lion bien sagement dans la bande écliptique. Vous avez aussi les poissons qui dépassent de tous les côtés, le Verseau en bas, le Sagittaire énormément au sud, et le Scorpion surtout qui descend très loin avec sa queue du zodiaque. Et donc, quand on a la représentation qui est ici, on se dit, mais oui, les astrologues sont un peu bêtes quand même, parce que le Soleil traverse des constellations qui sont bien sagement rangées dans la bande zodiacale. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 12 signes, il n'y a pas 13 constellations ? Et donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça aussi ? Parce que, si on se pose la question des planètes, le problème c'est que les planètes ne traversent pas 12 constellations, et elles ne traversent pas 13 constellations non plus. Là, vous voyez, par exemple, c'est les exemples que j'aime bien donner, c'est très très classique, la Lune est dans la constellation du Verseau, mais elle va passer, en rejoignant Jupiter, dans la constellation de la Baleine. Donc s'il manque une constellation au zodiaque des astrologues, il manque une constellation au zodiaque des 13 constellations. Surtout que Mars aussi est passé en Baleine, là. En fait, les planètes passent régulièrement en Baleine. Mais si je vous donne un autre exemple, là on a la Lune qui passe dans la constellation d'Orion. Il manque encore une constellation en fait. Mince. Mais il en manque combien de constellations ? En fait, je crois que c'est pendant l'année 2016, la Lune est passée chaque mois en fait, dans la constellation d'Orion. Et je vous donnerai le lien vers l'article de Shapiro qui a été commenté depuis 1978 et qui s'était amusé à chercher dans combien de constellations passaient les planètes. Et en gros, pour aller vite, on est d'accord aujourd'hui pour dire qu'elles traversent 25 constellations. Comme ça, vous allez écouter le propos de Léo autrement. Mais en fait, si les planètes traversent 25 constellations, et alors que les astrologues utilisent les planètes, pourquoi leur demander de n'utiliser que 13 constellations, qui ne permettent de repérer que les mouvements du Soleil ? Donc ça part d'une bonne intention, il n'y a pas de problème, mais l'outil des 13 constellations n'est pas utilisable par les astrologues dans tous les cas. Donc ça, c'est un premier argument. Le deuxième, en fait, c'est que la bande zodiacale que je vous ai montrée, elle, par contre, elle contient tous les mouvements des planètes. Donc, bien sûr qu'il n'y a que 12 signes astrologiques, mais le zodiaque des signes a été créé par des astronomes, pas par des astrologues, il y a très très longtemps, pour circonscrire les mouvements des planètes visibles à l'œil nu. Et Vénus, en fait, s'éloigne, on va dire, à 8,5 degrés de la ligne écliptique, et en fait 9. Et c'est pour cette raison que la bande zodiacale est fixée arbitrairement à ce niveau-là.
Donc malheureusement, hein, j'ai envie de dire pour la critique, quand les astrologues utilisent leurs 12 signes astrologiques, ils ont toujours les positions de ces planètes. Et c'est pour ça qu'ils les gardent en fait. Et le problème aussi, c'est qu'on va reprocher aux horoscopes de presse de n'utiliser que 12 signes, alors qu'il y a 13 constellations. Mais si les horoscopes avaient créé leur propre zodiaque arbitrairement, ok, effectivement, ça serait un argument, pourquoi 12 signes et pas 13 ? Mais le problème, c'est que les horoscopes ont simplement simplifié à l'extrême un zodiaque utilisé depuis l'Antiquité par les astronomes et les astrologues. Donc malheureusement, on ne peut pas critiquer les horoscopes de presse avec cette question des 13 constellations. Et si vous n'êtes pas d'accord, allez chercher des astronomes, montrez-leur cette image, et puis qu'ils nous expliquent. Moi, ça m'intéresse. D'autant plus que j'ai un article à paraître qui va justement traiter de ça. Donc je viens d'y passer 8 mois et je serai heureux d'en parler. Du point de vue de la Terre, le Soleil semble décrire une trajectoire à l'intérieur d'une bande qu'on appelle le zodiaque. Et dans cette bande, il passe devant les constellations du Capricorne, du Verseau, des Poissons, du Bélier, du Taureau, des Gémeaux, du Cancer, du Lion, de la Vierge, de la Balance, du Scorpion, du Serpentaire et du Sagittaire. En fonction de... Je ne sais pas si vous avez vu sur l'image justement précédente, et il ne va pas en parler parce qu'il n'est pas au courant de cette critique-là, mais on voit bien les constellations qui sont justement complètement pas symétriques autour de la ligne écliptique et qui en fait sortent de la bande zodiacale. Mais en fait on n'a pas la bande là sur cette image. C'est pour ça qu'ils ne voient pas le problème. Devant quelle constellation le Soleil était, vu depuis la Terre, vous aurez un signe solaire donné et donc a priori des attributs de personnalité associés. Une fois qu'on a fait ça... Alors, oui pour les signes, mais ça n'a rien à voir avec les constellations. Ça, les choses se compliquent un peu, parce que pour un bon thème astral, il faut aussi intégrer le mouvement des autres planètes du système solaire. Oui, toutes, y compris Neptune et Uranus, qui ont été découvertes plus de 3000 ans après l'invention de l'astrologie par les Babyloniens, et y compris aussi Pluton, qui n'est pourtant plus considéré comme une planète depuis 2006, mais comme une planète naine. À ce compte-là, pour... Alors moi j'aime beaucoup, parce que ça fait 17 ans maintenant, je crois que je reprends un peu les gens, parce que ça m'énerve moi d'entendre Pluton n'est plus une planète, c'est une planète naine. Une planète naine, c'est une planète, puisqu'on lui met un adjectif naine. Donc en fait ce qui se passe c'est que Pluton n'est plus une planète majeure, et maintenant on a créé des catégories, donc c'était en 2006, et Pluton est devenu une planète mineure en fait, qu'on appelle une planète naine. Mais c'est toujours une planète en fait. Enfin, je veux dire, la critique, elle est pas là. C'est pas la question de planète ou pas planète. Hein. C'est qu'en fait, Pluton est devenu une planète de seconde zone, si on veut. Et donc, demander aux astrologues, mais pourquoi vous utilisez encore une planète de seconde zone ? Ça fait pas sens, en fait. Je veux dire, Pluton est toujours une planète. Et si on veut l'appeler d'un autre nom demain, si on veut dire que c'est un œuf, ça sera un œuf. Mais je veux dire, l'astre en lui-même, il n'aura pas changé. Donc c'est pas ça qui va faire remettre en question les astrologues. La critique est hors sujet à ce niveau-là. Ensuite, rapidement, auparavant, Léo a dit que l'astrologie a été inventée par les Babyloniens il y a 3000 ans. Alors ça, je crois qu'il en reparle plus loin, donc on y reviendra aussi. Mais il y a un gros problème, c'est que le zodiaque a été créé il y a 2500 ans. Alors si le zodiaque est créé il y a 2500 ans, comment l'astrologie peut être apparue il y a 3000 ans ? L'astrologie serait plus ancienne que le zodiaque. Donc c'est juste pour qu'on sache de quoi on parle. Parce que c'est pas complètement absurde de dire ça, du fait que les historiens des sciences le disent. Mais par contre, il y a des nuances. C'est-à-dire que, étant donné que le zodiaque n'existe pas avant, il y a 2500 ans, c'est-à-dire 500 ans avant notre ère, ils vont utiliser une autre appellation. On va parler de divination sidérale. Sidérale parce que étoile. Là, à ce moment-là, vraiment, ils repèrent les planètes devant les étoiles. Il n'y a pas du tout de système de repérage zodiacal, justement, comme ce sera le cas après. Et donc, ce qu'ils font, c'est assez loin de ce qu'on appelle l'astrologie aujourd'hui. Donc, ça me pose problème quand on dit l'astrologie a été créée il y a 3000 ans par les Babyloniens. Non. Alors, il y a 2500 ans par les Babyloniens, c'est déjà pas pareil. Mais en fait, ce qui apparaît en 500 avant notre ère, c'est surtout le zodiaque. Et encore, qu'est-ce qu'on appelle le zodiaque à ce moment-là ? C'est juste la ligne écliptique, en fait. C'est juste un cercle. On n'a pas encore la notion de bande zodiacale, c'est compliqué en fait. Mais ça, je dirais en général, les astronomes ne le savent pas parce que c'est du travail d'historien. Il faut voir des historiens des sciences, il faut voir des assyriologues, savoir ce qu'ils ont écrit. Et au XXe siècle, on a énormément travaillé là-dessus. Et c'est impressionnant parce que moi, notamment en langue française, je n'arrive pas à trouver d'universitaires compétents sur ces questions-là. L'origine du zodiaque par un historien français ou francophone, j'ai pas trouvé. Si vous en connaissez, envoyez-le-moi, ça m'intéresse. Et moi, j'ai un projet de thèse là-dessus, parce qu'il y a énormément de choses à faire, ne serait-ce qu'à faire un bilan de tout ce que les historiens ont écrit là-dessus. Il y a une énorme thèse, j'en parle pas, mais
Mais donc c'est pour dire, le zodiaque apparaît 500 ans avant notre ère, mais l'astrologue aujourd'hui qui va travailler, il va utiliser par exemple l'ascendant. Mais l'ascendant, ça apparaît des siècles plus tard que l'invention du zodiaque. Ce qu'on appelle les aspects, c'est-à-dire les angles entre les planètes, ça apparaît aussi plus tard. Les maisons qui sont basées sur l'ascendant aussi. Si vous voulez parler de l'astrologie, je dirais du premier millénaire avant notre ère, c'est des choses qui ressemblent de loin en fait à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc attention, quoi, c'est pas si simple. Pourquoi est-ce qu'on rajoute pas les autres planètes naines comme Eris, Makemake ou Omea, qui sont comparables à Pluton? Je sais pas, demandez aux experts. Tout ce que je suis, c'est youtubeur. C'est moi. Alors, comment dire, c'est pas moi l'expert, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'en 2006, quand Pluton a été déclassé, moi j'étais dans l'astrologie à ce moment-là. Et j'y croyais vraiment, et ça m'embêtait de cette histoire de déclassement. Et puis, le fait qu'on ait trouvé une autre planète, Eris, qui était au-delà de Pluton, pour un astrologue, c'était fascinant. Parce qu'on se disait, oh là là, mais déjà tout ce qu'on tire de Pluton, parce que Pluton est vraiment important dans la pratique de l'astrologie contemporaine, même si ça peut vous surprendre, on se disait, mais Eris, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Donc moi je m'étais beaucoup intéressé en 2006 au déclassement justement de Pluton, et puis à me demander qu'est-ce qu'on peut faire d'Eris. Et j'avais publié un long dossier, alors dans la revue de la Fédération des astrologues francophones, je pense, à l'époque, ou peut-être qu'il y avait juste un extrait parce que le dossier était très long. Par contre, ce dossier, si ça vous intéresse, attention, il est encore en ligne, donc je mettrai le lien en description, faut pas que j'oublie, et il est sur le site internet, s'il existe encore, du RAMS. Le RAMS, c'était entre guillemets, c'est une association qui s'appelait RAMS, Recherche en astrologie par des méthodes scientifiques. Donc moi, évidemment, l'appellation m'attirait, et donc j'y suis allé pour différentes raisons. Mais bon, peu importe, donc moi j'ai produit un dossier là-dessus, et donc pour répondre à la question de Léo, pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas Eris, Makemake, etc. Alors il y a des contraintes qui sont toutes bêtes, c'est que les éphémérides de ces astres n'ont pas été accessibles tout de suite aux astrologues. Donc ils ne pouvaient pas travailler avec. Donc ça les a déjà embêtés. Mais il y a d'autres problèmes, notamment ceux que j'ai posés dès 2006 en fait, à savoir que Eris est un astre qui est très très lent dans le ciel, parce qu'il est très loin. Il doit mettre 500 ans à faire le tour du zodiaque, ou 480, quelque chose comme ça, donc il met à peu près 40 ans pour traverser un signe astrologique. Donc imaginez, si vous rentrez justement dans la pratique des astrologues, vous voyez, ça permet de poser de nouvelles questions et de comprendre mieux les choses. 40 ans dans un signe, ça veut dire qu'il reste 1 an sur 1 degré. Donc concrètement, si Eris est en conjonction le jour de votre mariage avec, je sais pas, Vénus par exemple, et que vous divorcez 5 ans ou 10 ans après, elle risque d'être encore en conjonction. Donc pour faire des associations, à mon avis, c'est chaud. Donc ça, moi, c'était une des critiques que j'avais données par rapport à l'élaboration d'un symbolisme pour Eris. Mais donc, l'un des arguments vraiment que j'avais donné, qui me posait vraiment problème, c'était que, justement, si on intègre Eris, comme le dit Léo, il y a d'autres astres qui sont assez gros, mais qui sont entre Pluton et Eris. Donc, en termes de distance, si on intègre Pluton et Eris, donc à l'astrologie, pourquoi ne pas intégrer ces autres astres ? Et le problème, c'est qu'il y en avait déjà, en 2006, un certain nombre. Donc, comme la complexité du système astrologique est déjà terrible, là, on se retrouvait à intégrer quasiment autant de nouveaux astres que les astres traditionnels. Et donc, pour moi, c'était la fin de la pratique de l'astrologie. C'est-à-dire qu'il y a trop de configurations à interpréter. Donc déjà que les astrologues sont obligés de choisir parmi toutes celles qu'il y a, parce qu'il y en a trop, ils ne peuvent pas tout synthétiser, là ça serait encore plus. Donc vraiment, la conclusion que j'avais moi, c'était, faut-il intégrer Eris ou faut-il rejeter Pluton? Parce que finalement, si on enlève Pluton, ça résout un petit peu le problème, mais ça veut dire qu'on rejetterait un astre qui était très important dans la pratique de l'astrologie. Paradoxe. Donc voilà, s'il avait demandé à un expert, c'est ce que j'aurais pu lui expliquer. Et tout ce que je peux prédire sur votre vie, c'est que vous allez vous abonner à cette chaîne. Même ça marche pas. À partir des positions relatives de tous ces astres, on peut calculer plein de choses, comme des ascendants, des maisons. Les signes ont des axes et des éléments, et le mien est apparemment plein d'air, tout comme ma boîte crânienne. Il y a plusieurs écoles d'astrologie avec plein de calculs, des schémas difficiles à lire, des angles, des chiffres, d'autres. Je vais couper, mais juste pour le plaisir, il n'y a que des angles en fait. Tous ces chiffres, ça renvoie à des angles en fait, il n'y a que des angles dans l'astrologie. Même les planètes, les astres, on n'utilise pas leur position réelle, on utilise leur projection sur l'écliptique. Vous pouvez aller voir la conférence que j'ai donnée aux sceptiques de Bruxelles, en 2016 déjà, où j'explique ça en long, en large et en travers. Donc même les positions des planètes, ce sont des points virtuels qui vont provoquer des angles. Donc je dirais éventuellement, aller en astrologie, il y a des points et des angles. C'est tout.
chiffres... Ouais, c'est complexe. Ou en tout cas, ça a l'air complexe, et c'est peut-être ça le principal. Mais déjà là, on peut voir que l'astrologie a quelques petits soucis. Alors, comme il n'en parle pas, manifestement, on va passer à autre chose, même s'il y a des problèmes de cohérence. C'est que toutes les astrologies qu'il a données, en fait, ne sont pas compatibles entre elles. Il y a des astrologies qui se sont créées en opposition à d'autres astrologies. Donc, d'un point de vue technique, les astrologues ne vont pas interpréter les positions dans les mêmes cases, on va dire, notamment les systèmes de maisons. C'est le foutoir, en fait, en astrologie. Donc, je vais voir de quoi il parle. Et il faut absolument que j'ajoute ici que la question de la complexité, c'est pour moi vraiment un problème central de l'astrologie. C'est pas juste un problème parmi d'autres. Ce qui m'a fait notamment sortir de l'astrologie, c'est le fait de me rendre compte que finalement le système astrologique qui est sacré un peu pour les astrologues, il a traversé le temps, il vient de l'Antiquité, des ancêtres, etc., etc. Mais il est tellement complexe qu'au début du XXIe siècle, moi je commençais à me demander s'il n'était pas trop complexe en fait pour nous, les astrologues, à ce moment-là. En effet, puisque les astrologues ne peuvent jamais gérer toutes les configurations qui sont disponibles, il y en a trop, voire même il y en a vraiment trop. Si on tenait compte de toutes les configurations imaginées par les astrologues, ça donnerait ce qu'on appelle le super thème. Et bien puisqu'il ne peut pas gérer toutes les configurations, en fait, l'astrologue choisit. Il est obligé de choisir les configurations qu'il va utiliser. À partir de ce moment-là, des astrologues différents devant autant de complexité vont choisir des configurations différentes. C'est ce que montrent les expérimentations, c'est ce que montre la pratique, quand on connaît un peu la pratique de l'astrologie. Cela fait de l'astrologue l'auteur de ses interprétations et non le messager des astres. Il y aurait trop de messages de la part des astres en fait. Donc une question qui découle de la complexité de l'astrologie, que je me posais moi il y a 15 ans et que les astrologues refusaient de se poser, c'est le système astrologique, s'il est trop complexe, peut-il tromper son utilisateur astrologue ? Une question limite blasphématoire. Et elle l'est encore aujourd'hui puisque les astrologues refusent de considérer cette question-là. Ils refusent d'envisager même de simplifier leur système. Parce que ça reviendrait à dire qu'ils se trompent en permanence. Puisque s'ils sont les auteurs de leurs interprétations et s'ils ne peuvent plus faire confiance à leur système, mais comment font-ils ? Ce sont des questions qui ne se posent pas par manque de méthodologie. Et je vous renvoie à ma dernière vidéo sur le bilan épistémologique de l'astrologie depuis 100 ans d'études. Mais c'est dommage que Léo ne parle pas de cette question-là. Parce que ça revient à attaquer l'astrologie sous un angle qui est très très dérangeant pour les astrologues et les astrophiles qui croient en l'astrologie. Donc une critique contemporaine de l'astrologie, ça devrait être ça. En tout cas, en partie ça. C'est différent, vous voyez, de ce qu'on croise dans les critiques classiques. Ça sera la fin de la première partie, le premier chapitre. Je sais que Léo va regarder. Je ne sais pas si tu es allé jusque-là, j'espère. Donc moi, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie. Je vais enchaîner là tout de suite. Et je vous remercie pour avoir tenu jusque-là. Si ça vous intéresse, vous allez voir qu'il y a encore plein d'autres choses qui arrivent. Et donc, si vous ne voulez pas rater ces vidéos, pensez à vous abonner. Ensuite, si vous voulez encourager mon travail, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez mettre un commentaire aussi. Je dirais presque, surtout si vous n'êtes pas d'accord, moi ça m'intéresse, j'aime bien les gens qui me disent qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, comme ça on peut échanger. Et puis si je me rends compte que j'ai dit une bêtise, vraiment ça m'intéresse. Si vous êtes astrologue, faites-le, moi je suis demandeur. Et encore plus, pour encourager mon travail, l'existence même de ce travail qui est vraiment unique, si vous voulez, vous pouvez me laisser un pourboire. Je vous laisse voir en description les différents liens possibles. Et on se retrouve bientôt, j'espère, pour la deuxième partie. Ne ratez pas les écrans de fin qui arrivent.